Et vous savez, il est prouvé que les hommes, à partir de 62-65 ans, ils font beaucoup de travail de réflexion. Ils sont très utiles à la société. C'est chez nous que, dès qu'on va à la retraite, on a l'impression qu'on ne sert plus à rien. Ça, c'est une vision purement administrative. C'est à cet âge que l'homme est pétri d'expérience et il peut rendre beaucoup à sa société, et souvent de façon bénévole. C'est pourquoi ce que vous êtes en train de faire, en réalité, vous êtes en train d'écrire l'histoire, sans peut-être avoir ça comme objectif. Mais c'est l'histoire que vous êtes en train d'écrire. Parce que, vous savez, chez nous en Afrique, les gens vivent au jour le jour et ils ne pensent pas beaucoup à l'avenir. Dans d'autres sociétés, un lycée comme celui-là ne serait jamais dans l'état dans lequel il est. Parce que tout le temps que j'ai fait dans la haute administration, parmi les hauts fonctionnaires, ceux qui ont rendu d'éminents services à l'État malien, vous allez trouver ceux qui ont passé par le lycée technique. Il n'est pas normal, dans un pays qui veut construire l'avenir, qu'un haut lieu de formation des cadres parmi les plus compétents de l'État soit délabré comme le lycée technique l'est. Mais comme je vous dis, chez nous, en général, on ne s'occupe pas beaucoup de l'avenir et très souvent moins du passé. Moi, chaque fois que je passe à côté du lycée technique, il y a beaucoup de choses qui me viennent en tête. Quand je suis dans des véhicules de Premier ministre, de ministre, je me rappelle de beaucoup de choses que je raconte souvent à mes enfants. Quelqu'un a dit ici que on était ensemble en TGC, je me suis retrouvé en TI. On était en technique génie civil et je me suis retrouvé en technique génie industriel, technique industrie, à cause d'un état d'esprit que j'avais. Je vais vous expliquer. En réalité, même pendant que je fais la politique, je ne perds jamais de vue ma vie professionnelle et ma vie tout court. Quand j'étais venu au ministère de la Communication, j'ai trouvé un des anciens du lycée technique là-bas comme secrétaire général. Je lui ai dit, maintenant vous avez carte blanche, les conseils d'administration, tout ce qu'il y a, vraiment vous allez les faire. Parce que nous sommes dans de bonnes mains. Bon, les aléas de l'administration ont fait qu'on s'est séparés après, mais au début, c'était comme ça. Parce que moi, je suis convaincu que je ne connais pas la vie privée de chacun, mais sur le plan professionnel, ceux qui ont fait le lycée technique dans les années dont vous parlez sont forcément des gens compétents. Parce qu'il y avait effectivement l'émulation en ce moment. Il est vrai que c'était une période où c'est l'État qui orientait. Ce n'est pas maintenant où on laisse les élèves à eux-mêmes et les 90% sont dans des filières, je respecte bien, mais des filières où on ne produit pas les richesses, on les consomme. Les filières littéraires plus faciles. Or, dans une société, pour qu'elle se développe, il faut d'abord produire les richesses, les repartir et ensuite les consommer. Chez nous, l'État n'est pas organisé de cette façon. Vous allez trouver que ceux qui créent les richesses dans notre pays, ils sont de moins en moins nombreux. Ceux qui consomment sont de plus en plus nombreux. On ne devient jamais riche de cette façon. C'est comme notre ministre de l'Industrie et du Commerce le dit souvent, aucun pays dans le monde ne s'est développé à partir du commerce et des exonérations. Or, nous sommes là-dedans depuis 60 ans. Ça arrange ceux qui sont au pouvoir à un moment donné, mais sur la durée, ça n'arrange pas le pays. C'est pour cela que ce que vous êtes en train de faire, je suis sûr qu'il doit y avoir une suite. D'abord, il y a beaucoup des anciens cadres du lycée technique qui sont dans la haute administration. Le ministre des Finances, c'est un ancien du lycée technique. C'est à cause de ses occupations qu'il n'est pas là. La dernière fois aussi, moi je suis là.
le ministre de l'Éducation nationale vient de montrer qu'il a mis certains d'entre vous sur le bon chemin, qui sont même devenus des pasteurs après. Et moi, quand je suis venu ici, la première nomination que j'ai eu à faire, c'est quelqu'un du lycée technique. La première nomination que j'ai eu à faire. Juste pour m'aider dans mon travail. Je vais vous offrir 2 petits écrits que j'ai eu à faire. L'un sur ma vie, l'autre pour comprendre un peu qu'est-ce qui motive mon action politique. Parce que moi, je ne rentre pas dans les choses comme ça, juste par mode ou bien pour chercher une situation. Il y a des choses qui me motivent dans la vie. On a fait un débat ici l'autre jour sur les dossiers de la justice. J'ai rappelé aux gens qu'il y a des pays dans le monde où la justice et la médecine, un étranger ne peut pas les faire. Pourquoi? Parce que la vie des hommes dépend de ces 2 spécialités. Un juge peut casser pour toujours la vie de quelqu'un. Comme un médecin, vous pouvez mourir. Donc dans ces pays-là, quelqu'un ne meurt pas, comme on dit chez nous, à la Déafaga, on fait forcément l'autopsie pour savoir s'il y a une part de responsabilité du médecin là-dedans. Et on tire les conséquences. Tout jugement qui est rendu est contrôlé pour savoir si c'est effectivement conforme à la loi. S'il y a des abus ou des choses contraires à la loi, la société tire les conséquences. C'est pourquoi ces 2 spécialités, ils n'acceptent pas qu'un étranger les fasse. J'ai rappelé tout ça pour vous dire qu'on est en train de reconstruire le pays. Tout le monde parle de refondation, les gens pensent que c'est la mode. En réalité, ces termes-ci qui sont venus avec, personnellement, j'ai une conception très précise de ce que ça veut dire. Vous savez, en 1970, moi, j'ai été personnellement victime d'une injustice. Tout jeune, 70-71. À cause de cette injustice, j'ai tout abandonné dans la vie. J'ai quitté chez moi. Pendant 1 an, on m'a cherché, on pensait que j'étais mort. En fait, mon objectif, c'était d'aller à l'aventure, devenir, comme on dit chez nous, un grand quelqu'un un jour, et revenir me battre pour mes droits dont on m'a spolié à cause du fait que je n'avais pas soit les moyens ou les soutiens. Je suis parti à pied au Niger. J'ai expliqué récemment au premier ministre nigérien que moi je suis aussi un Nigérien. Quand je lui ai expliqué les détails, il s'est mis à rire. Mais au lieu d'aller à l'aventure, comme chez nous, les gens partaient à Abidjan, à Lagos, au Ghana. Moi, dans la première ville du Niger où je me suis retrouvé à Yerou, je suis resté dans le marché pendant 1 an, sans avoir grand-chose, ni devenir grand quelqu'un. Dans la famille, on considérait que j'étais mort. Mais une prise de conscience a fait que, en fin d'année, je me suis levé de la même manière pour revenir à pied encore, sans rien avoir. Avec cette fois-ci la décision d'étudier et réussir dans la vie. J'ai marché à pied pour revenir. Et je suis tombé sur un pédagogue de haute classe. Vous savez, les enseignants, c'est un monde qu'on ne cesse jamais de remercier après nos parents. Il m'a pris en main. Au lieu de la 9e que je devais redoubler, il m'a remis en 8e. Aïdo Faramoneka, comme on dit. Ça a forcé ma détermination à ne jamais échouer dans la vie. Et dès le 2e trimestre, imaginez-vous dans toutes les matières, je coupais avec tout le monde, je faisais que travailler. Et récemment, j'ai un de mes anciens professeurs
tu as fait un petit bouquin sur moi. Je lui ai dit, mais monsieur, expliquez-moi à quoi je ressemblais dans l'enfance. Vous me donnez souvent 10 francs, 25 francs, je partais payer de l'arachide, ainsi de suite. Je veux que vous m'expliquiez. Il m'a dit qu'en réalité, un jour, pendant une récréation, ils étaient en train de causer entre eux enseignants. Ils voyaient un groupe d'élèves autour d'un petit grand galet là qui était en train de leur faire comme un meeting. À la fin, il a appelé un des élèves. Il a dit, mais qu'est-ce que ce petit-là est en train de vous dire? Parce que tout le monde l'écoutait religieusement. Il dit que ce monsieur lui a dit, ce garçon était en train de nous dire que si les enseignants savaient les peines que nous faisions pour arriver à l'école, parce qu'on était à 10-12 kilomètres, on marchait pour venir à pied. S'ils savaient les efforts que nous faisions, ils allaient être moins sévères avec nous. Parce que si tu es en retard de 2 minutes, on te frappe ou bien on te chasse. Il dit qu'après, il a réuni les autres enseignants. Il leur a dit, vous savez, nous devons revisiter notre façon de faire. Ces enfants-là, ils sont dans de grandes difficultés, même dans la détresse. Quand il leur a raconté l'histoire, il dit qu'il y a une prise de conscience chez les enseignants. Et ils se sont dit que désormais, tous les enfants qui viennent des villages voisins, si ce n'est pas un trop grand retard, il faut apprendre à leur pardonner 5, 10, 20 minutes de retard. Parce que souvent, les gens ne mangeaient même pas. Il est actuellement dans un ministère, il a fait un petit livre qui m'a montré. C'est à cette occasion que je lui ai posé cette question. Quand je suis allé au bac, au DEF, vous savez, la surveillance était très sévère. Si on vous surprend, on vous renvoie tous. Moi, j'avais 2 voisins. Quand j'ai fini de faire mon sujet, il y a le deuxième voisin qui voulait avoir le sujet. Pendant que je lui passe, il y a un autre qui a pris les papiers. Le surveillant nous a vus. Donc, on était destinés tous à être radiés de l'école. Il y a un enseignant qui est venu, il a regardé mes notes, il a regardé tout. Il sait que j'ai fini à temps. Malheureusement, je l'ai cherché, il est décédé après. Il s'appelle Issa Ouedraogo, il doit être de Kati, m'a dit-on après. Il a dû expliquer aux gens, ne renvoyons pas ces enfants-là. Celui-là, je peux témoigner qu'il n'a pas copié. C'est comme ça que j'ai été sauvé. On a passé au DEF. Je suis arrivé au lycée technique. Vous savez, les premiers avions qui quittent Gao pour venir à Bamako, on venait de déplacer l'aéroport. Je suis venu dans l'un des premiers avions. Je suis descendu à l'aéroport, c'est la première fois, moi je vois le courant, des bâtiments. Parce qu'au village, là-bas, c'était pas comme ça. Hein. Souvent, même quand on entendait les bruits des véhicules, on court pour entrer dans les cases. Et là, il y a les bâtiments, les courants. Je suis rentré dans un bus en disant que je vais au lycée technique. On m'amène devant le lycée. Le monsieur me dit, voilà la route du lycée. Pour toutes choses que j'avais la petite tenue que j'avais, plus ma carte d'identité scolaire. C'est comme ça que je suis arrivé au lycée. Et j'ai changé pour aller en TI. Pourquoi? Parce que la volonté d'être toujours là où c'est plus dur. J'étais en génie civil. En ce moment, vous vous rappelez, tout le monde quittait pour aller dans les autres spécialités. L'industrie, parce que c'était très dur. Moi, j'étais en génie civil. Je suis venu voir le professeur Koumari. Je lui ai dit que je vais aller en technique et industrie. Il me dit, mais pourquoi? Je dis, mais là-bas, ça doit être très dur. Donc, c'est là-bas qu'on devient, pour parler ivoirien, on devient garçon. Il m'a dit, d'accord. Quand j'ai été dans le dortoir, bon, les citadins là nous ont tellement travaillé. Ils m'ont dit, mais c'est très difficile là-bas. J'ai eu peur encore. Je suis revenu le voir le lendemain pour dire que je vais retourner en génie civil. Parce que c'est trop dur là-bas. Koumari m'a dit, non, il faut rester. C'est les mêmes matières à part les spécialités. J'ai dit tout ça parce que c'est un homme qui a aussi marqué l'histoire. Je ne sais pas comment vous allez l'immortaliser comme Sir Mathieu. S'il ne faut pas donner un nom composé, parce qu'en réalité, c'est les deux qui nous ont marqués.
Parce que lui, il est très vieux aussi. Moi, je l'ai reçu quelques fois ici. Et certainement que c'est Dieu qui peut décider de la vie de chacun, mais il faut qu'on trouve les moyens de l'immortaliser aussi. Est-ce qu'en donnant un nom composé pour le lycée, ça ne résoudra pas le problème pour toujours? Parce que toute la génération qui parle de Sir Mathieu, nous avons été aussi marqués par son cas. Moi, je me rappelle, par exemple, les maîtres au père, vous savez, nous, on va après le réfectoire, on va étudier la nuit. Moi, je ne suis pas habitué à travailler la nuit. Il n'y a pas de courant chez nous. Donc, j'avais toujours 0 en conduite parce que je chômais les cours du soir. Et puis, un jour, Koumaré m'a appelé. Il m'a dit, mais pourquoi tu es primé dans toutes les matières en conduite, tu as 0? Il a dit, monsieur, chez nous, il n'y a pas de courant. Nous, on apprend nos leçons les matins. Moi, je ne peux pas travailler sous la lumière. Je me réveille vers 5h30, 6h, j'apprends toutes mes leçons. Il me dit, c'est tout un problème. J'ai dit, c'est tout. Il me dit ensuite, il paraît que tu fais trop de bagarres. J'ai dit, parce que moi, je n'aime pas l'injustice. Quand on va faire la queue pour nos médicaments, souvent l'infirmier sort, il vient voir une connaissance qui passe avant nous. J'ai horreur de l'injustice. Il me dit, c'est tout. Il me dit, bon, il faut continuer à travailler comme ça. Il a appelé le maître au père, il lui dit de ne plus m'obliger de faire les cours du soir. Il a appelé l'infirmier, il dit, bon, quand ce garçon-là vient, tu lui donnes ses médicaments à Kapika, problème là, quoi, pour ne pas me créer des problèmes. Ça, c'est parce que c'est des pédagogues. Sinon, un enseignant de ce niveau, je ne suis pas sûr qu'il va faire attention à un petit villageois comme ça qui vient. Mais eux, ils regardent les notes et le travail. Et le travail bien fait, c'était ce qui était apprécié. Vous savez, la plupart de la génération des hommes politiques de maintenant, bon, leur parcours, c'est les mouvements d'étudiants. On les a tous faits. En son temps, vous vous rappelez, les années Boniface Diarra, on nous amenait au camp, on vous rasait la tête, vous regardez le soleil toute la journée, et on vous fait signer des papiers que vous n'allez plus faire la grève. Ça, c'est des états, mais ça n'a pas empêché le niveau élevé de l'école. Et c'est ce qui fait que tous ceux qui ont passé par cette école, quel que soit le domaine où ils sont partis, ils se sont fait remarquer. Moi, j'ai fait le bac en 1977. Vous savez qu'en cette période, vous faites 3 concours pour aller dans une partie de pas l'école supérieure comme ça. Il faut faire un concours. Tellement je voulais être un juge, j'ai dit, je vais faire le concours de l'ENA et de l'ENI. On m'a dit, non, tu ne peux pas faire le lycée technique et aller faire le concours de l'ENA. Tu ne peux pas être un juriste. Finalement, j'ai décidé de faire le concours de l'ENI, mais qu'après les études, je vais faire le droit. Parce que cette injustice-là, il faut que ça soit réparé. Les bourses fac, en ce moment, j'avais une bonne note. J'ai eu beaucoup de propositions. Les bourses fac en France, pour aller en Yougoslavie, en Allemagne, mais la volonté, c'était que je ne voulais pas quitter le Mali. Il fallait finir le lycée technique et puis aller faire l'ENA, pour qu'on ait avoir des rudiments de droit et aller retourner à mon affaire là de 71. Là. Est-ce que vous savez qu'en 1976, quand j'ai passé au bac, je suis allé voir le gouverneur de Gao, un militaire. Quand il m'a regardé, il me dit, mais tu es trop jeune pour des questions comme ça. Parce que j'ai fait toutes les vacances pour retracer tout dans un cahier. Je suis venu lui donner. Il dit, va faire tes études. Nous allons nous occuper de ça. Et vous imaginez un gouverneur qui lève une brigade de la gendarmerie, qui va en Songo, qui sort tous les dossiers de l'administration coloniale, les répartitions des champs, qui viennent au village, font une semaine, interroger toutes les personnes d'un certain âge pour pouvoir trancher. Et ils se sont rendus compte qu'en réalité, j'ai été victime d'une injustice de la part de celui qui a jugé. Et le gouverneur a pris la décision de me mettre dans mes droits.
Est-ce que vous savez que quand j'ai passé au bac en 1977, j'ai refusé toutes les bourses pour aller à l'extérieur parce que je voulais rester à l'ENI, finir l'ENI, aller apprendre le droit. Mais quand je suis retourné en vacances, je suis allé voir le gouverneur. Il m'a dit que vous avez raison sur toute l'année. Donc il m'a rapporté un peu ce que je vous ai dit. Et il a envoyé une lettre au commandant de cercle pour lui dire de remettre ce jeune-là dans ses droits. Ce n'est qu'à partir de cette décision-là que j'ai accepté d'aller à l'extérieur. Après, on a eu des bourses de l'Union soviétique. Parce que dans un pays, ceux de ma promotion le savaient, j'étais très jeune, petit, et puis il y avait des bonnes notes, donc les bourses pour aller à l'extérieur ne manquaient pas. C'est comme ça que j'ai été faire les études. Ça m'amène à vous dire quoi? Je vous ai dit tout ça pour dire dans la vie, je le répète à mes enfants, le destin d'un homme là, personne ne peut changer. Toutes les combinaisons que nous faisons là, c'est que Dieu a décidé. Parce que moi, rien, aucun soutien dans la vie, ce n'est que la volonté de Dieu et le destin qui était tracé. J'ai fini mes études, je suis venu ici, j'ai fait le concours d'entrée en fonction publique et j'ai suivi jusqu'à aujourd'hui. Pour vous dire que nous avons une obligation aujourd'hui. En tout cas, moi, ça me tient beaucoup à cœur de faire ce qu'on peut pour ce passé-là. C'est vraiment un passé glorieux du Mali. Tout le temps que je suis dans l'administration, je vous assure que tous les grands cas que je rencontre, il y a toujours des ressortissants du lycée technique là-dedans. C'est une formation de très haut niveau. Il est vrai qu'en ce moment, c'est l'État qui oriente. Et on choisissait les gens. Moi, quand je venais au lycée technique, je me rappelle, j'avais un directeur, c'était un pédagogue, très qualifié. Il est venu ici, il me met ingénieur 3 fois. Parce qu'on prenait, en avion, on fait 3 choix. Mais lui, il m'a obligé à mettre ingénieur 3 fois. Sinon, moi, je voulais être un professeur d'anglais pour aller en Amérique, ou bien un professeur de français, aller dans les grandes universités, parler le latin, le grec, comme le ministre de l'Éducation nationale. Mais lui, il est venu, il me dit, mais ingénieur, parce que l'État voulait former un certain nombre d'ingénieurs à un moment donné. Et aujourd'hui, notre grand problème dans notre école, c'est qu'il n'y a pas de stratégie de formation des cadres pour le développement. C'est les gens qui vont là où ils veulent. Mais l'État n'a pas d'orientation, dire par exemple dans 10 ans, j'ai besoin de 20 000 ingénieurs, de 20 000 tantans. On laisse les gens. Or, l'homme, c'est comme le liquide, quand vous le versez, il va toujours vers la pente glissante. Quand vous laissez les élèves à eux-mêmes, ils vont dans les matières plus faciles, mais après, ils n'ont pas de boulot. C'est pourquoi l'école est devenue pratiquement une fabrique de chômeurs, parce qu'à un moment donné, on cherchait juste à satisfaire les élèves sans penser à ce qu'ils vont devenir après. Bon-ils les conséquences aujourd'hui? Et je crois que ce que nous allons faire, le ministre de l'Éducation, c'est quelqu'un de très engagé pour la réussite parce qu'il sait que le président a placé sa confiance en lui pour nous aider à refonder l'école. Et cette partie de notre histoire, l'épopée du lycée technique, je pense même que certains d'entre vous qui ont du temps, il faut l'écrire en votre manière et laisser dans les manuels là-bas pour que les enfants lisent. C'est très important. Parce que vous savez, moi j'ai fait l'Europe, là-bas les gens accordent beaucoup d'importance à l'histoire. C'est l'histoire et la mémoire qui fait une nation. Tout passe, mais l'histoire et la mémoire d'une nation, là, c'est ce qui forge. Yassim Mega, qui est mon conseiller spécial, vous savez comment il m'a connu? Moi, j'étais à Moscou. Bon, j'étais là-bas dans le mouvement des étudiants. Donc, j'étais organisé de sorte que les matins, je vais à la bibliothèque de 8h jusqu'à 13h, 14h. À partir de 14h, 15h, je m'occupe des problèmes sociaux des élèves. Et je viens à l'ambassade. Certains pensaient même que je n'étudiais même pas. Ils ne savaient pas que j'étais organisé de cette façon. Parce qu'ils me voyaient tellement à l'ambassade qu'ils se demandent, mais quand est-ce que ce monsieur-là, il travaille? En réalité, mon travail, c'est de 6h du matin, 8, jusqu'à 14h. Et puis un jour, je viens, quelqu'un m'appelle par mon nom.
Et je réponds. À lui, il me dit, c'est toi, Choguel, qu'on entend parler. Moi, j'ai passé par le lycée technique. On avait des professeurs là. Chaque fois que les choses étaient très, très dures là, ils nous disent, mais il y avait un élève ici qui s'appelle tel. Si c'était lui, il allait le résoudre. Donc, lui, il a retenu le nom par ça. Pourquoi j'ai voulu décrire? Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez vécues qui sont de nature à motiver un enfant à réussir. Parce que ça, on ne le fait pas chez nous. Dans les pays développés, c'est très très important. Les grandes réussites, on les montre aux enfants. Moi, depuis que j'ai quitté l'Union soviétique en 1988, je ne suis plus retourné. Je suis retourné pour une journée en 2004. Est-ce que vous savez que j'ai été dans l'institut où j'ai étudié, qui est devenu une université? Ils m'ont dit de planter un arbre là-bas. Le recteur, il m'a dit de planter un arbre qu'ils vont arroser. Parce qu'ils tiennent tellement à la mémoire. Je suis parti voir tous les maîtres qui nous ont enseigné. Leurs photos, il y a une classe. Parce que c'est ce qui dit que les enfants. Donc il faut ajouter ça à vos activités. Il faut que la mémoire du lycée technique, les personnes qui ont marqué l'histoire, il faut que les jeunes puissent les apprendre. Le rôle de ce lycée, les différentes spécialités que vous avez faites là, mais c'est tout le panel de développement du pays. Pour qu'un pays se développe, c'est ça qu'il faut. Maintenant, quand il s'est développé, il crée les richesses là, on les répartit et on les consomme. Or, nous, on est seulement dans la consommation. Demandez à ton enfant, qu'est-ce que vous faites? Ah ben, je fais le marketing, je fais anthropologie. C'est des bonnes spécialités. Mais avant elle, il y a d'autres. Il faut d'abord créer les richesses. Donc vraiment, je voudrais vous féliciter. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas grandiloquent. En réalité, vous êtes en train d'écrire l'histoire. C'est quelque chose de très particulier que vous êtes en train de faire. Je dirais même innovant. Et je voudrais d'ailleurs lancer un appel à tous les ressortissants des grands établissements scolaires, de grande renommée, de se retrouver et mettre en place ce type de groupe d'hommes qui ont passé leur temps, qui ont l'expérience de la vie, qui peuvent beaucoup donner en termes de connaissances aujourd'hui à la jeunesse, qui ne font pas des calculs pour avoir des salaires ou quoi que ce soit. Ils sont tous à la retraite. Leur plaisir, c'est qu'ils puissent continuer à être utiles à leur nation et transmettre leurs connaissances à la nouvelle génération. Je voudrais donc vous remercier, vous féliciter. Ce document que vous avez fait, je vous suggère de nous l'adresser officiellement, par écrit. Ça, c'est la mémoire de l'administration. Parce que je vais le prendre maintenant, je donne à un conseiller, je vais dans un voyage, je reviens. Bon, il y a la bourrasse du travail gouvernemental, et puis la prochaine fois, vous allez me demander, je vais vous dire, ah oui, on est là-dessus. On ne sait pas si on est assis là-dessus, ou bien on travaille là-dessus. Quand vous allez m'écrire, l'avantage, c'est que je vais le transmettre au ministre de l'Éducation nationale, au ministre de l'Économie et des Finances, à mes services qui s'occupent de ces questions. Donc chacun pourra voir ce qu'il peut faire. Parce que ce que je voudrais, c'est que même si on peut faire quelque chose, que ça passe par le ministre de l'Éducation et que ça devienne une affaire de l'État avec votre vision au centre. Demain, peut-être le Premier ministre va changer. Celui qui vient, peut-être, il a d'autres centres d'intérêt. Il n'aura pas peut-être la même sensibilité. Mais au moins, au niveau de l'éducation, ça va être une affaire importante de réhabilitation de ce lycée qui a marqué l'histoire de notre pays. Et vous allez continuer à suivre, quel que soit, lui, peut-être demain, il ne sera pas ministre de l'Éducation, un autre viendra. Mais au moins, vous êtes en place. Nous, on va bouger, mais vous serez là pour suivre. Et il y aura l'histoire, l'historique de tout ce qui s'est passé. Même les événements que vous venez d'exposer ici, quand vous êtes réunis la première fois, tout ça, c'est des éléments très importants que les jeunes doivent savoir demain. Comment est-ce que la réhabilitation du lycée technique a commencé? Supposons que on ait les moyens, que le ministre des Finances consent des sacrifices importants, que nous-mêmes on fasse quelque chose, que le ministre de l'Éducation lui-même en fasse un problème particulier, et qu'un joyau
remodelé, bien entretenu vient. Mais il serait bon que celui qui vient, il voit l'historique, qu'il aille à la bibliothèque pour se dire, ben ça là, c'est les anciens du lycée technique qui se sont retrouvés un jour de 2023. Voilà ça, comment ça a commencé. Ça leur permet, parce que moi je suis convaincu, l'histoire, c'est ça qui fait les nations. Vous savez, Karl Marx dit, celui qui ne connaît pas l'histoire est appelé à la répéter. Tout ce qui se fait maintenant en politique, dans la vie, des gens l'ont fait avant. Il suffit juste de se poser la question, comment ils ont passé le cap, quelle erreur ils ont eu à commettre que je ne dois pas commettre. Souvent, je dis au ministre souvent, vous savez, moi j'ai regardé tous ceux qui ont dirigé le Mali. Je vois la puissance du premier président du Mali, le président Modibo Keïta. S'il s'arrête, il ne peut même pas le regarder. Je vois la puissance du président Moussa Traoré. S'il fait les revues de... Ce n'est pas tous les militaires qui tranquillement font le garde-boue. Je vois la popularité des ATT. Et tu vois comment ces hommes-là, comment ils ont fini. Ça doit amener à être modeste et comprendre que tout a une fin. L'essentiel, c'est ce qu'on laisse. C'est le plus important dans la vie de quelqu'un qui travaille pour son pays. Vous savez, en 2019, pourquoi j'ai amené un petit livret, j'ai vu un président européen convoquer les présidents africains. Venez vous clarifier vos positions. Est-ce que vous savez que je n'ai pas dormi pendant 2 nuits? Comment on peut convoquer un président comme ça? Pendant ces 2 nuits-là, j'ai fait un long écrit. J'ai payé moi-même de l'argent pour le publier dans la presse. Après, je me suis dit, bon, les gens vont lire l'article, ça va passer. Il faut en faire un petit bouquin que j'ai intitulé « La faillite de l'État malien », qui est un petit livret de poche. Là-dedans, il y a tous les détails. Comment est-ce qu'on a voulu diviser le Mali? Tous les discours qu'on nous tient là, c'est du pipeau. Communauté internationale, MINUSMA, Barkhane, à Galon. La réalité, il y a des gens qui se sont assis, qui ont débattu des stratégies et comment faire pour diviser le Mali. C'est tout ça que j'ai ressorti dans ce petit écrit-là. Il y a quelqu'un ce jour qui m'a dit, de ce pays-là, il m'a dit, mais vous êtes un subversif. J'ai dit, je suis subversif parce que c'est ce que vous avez caché là. C'est ce que j'ai montré aux gens. Il y a un vieux Germain qui me dit que les gens sont cachés, ils avaient une couverture. Je suis venu, j'ai enlevé la couverture. Beyouye. La réalité, tout ce qu'on nous dit là, c'est faux. C'était du pipeau. On nous a maintenus dans ça 20 ans, 10 ans. C'est pour cela que j'ai fait un autre bouquin sur ma vie. Ce n'est pas le tout, hein. C'est ce qui peut être dit. Où j'ai même expliqué qu'est-ce qui me lie à l'actuel président. Beaucoup ne comprennent pas. Ce n'est pas juste des hommes politiques qui se sont retrouvés comme ça. Moi, personne ne peut m'embarquer comme ça. Si mes convictions ne sont pas favorables à une démarche, là, je n'entre jamais là-dedans. Ou bien même si je rentre là-dedans, si je me rends compte que c'est contraire aux idéaux qui nous ont amenés, j'en sors. J'ai dit que depuis que j'ai pris conscience du rôle de la personnalité dans l'histoire, vous savez, il y a un livre que Lénine a écrit, le rôle de la personnalité dans l'histoire. Ça s'appelle Rôle Lichnastil, Vistori. Les personnes peuvent jouer sur certains pans de l'histoire. Depuis que j'ai pris conscience de ça, j'ai dit, toujours j'ai en mémoire ce petit enfant qui va au marché, qui va vendre des choses, qui va en sécurité, qui se retrouve aujourd'hui, ne peut pas le faire. Les petits paysans ne peuvent pas aller au marché aujourd'hui. Les pauvres ne peuvent pas aller vendre son mouton, acheter un peu de riz et autres et venir. Comment faire en sorte que cela puisse être redressé?
En 2012, moi, je m'étais présenté aux élections. Bon, vous savez, dans les politiques, on ne nous prend pas au sérieux. On ne lit pas nos discours. Depuis ce moment, monnaie, comme on dit monnaie là, n'est à faux. Des soldats dans la fleur de l'âge, des enfants qui partent, ils ne reviennent plus. Pendant ce moment, des politiques dansaient à Bamako, ils voyageaient comme s'il n'y avait rien. On a eu la chance, à cause d'un concours de l'histoire, nos chemins se sont croisés. C'est pas compliqué, hein? Nos chemins se sont croisés. C'est pourquoi je les appelle les monébodéons, les soldats. Parce que ce qu'ils peuvent faire, moi je ne peux pas le faire. De même que ce que je peux faire, je ne suis pas sûr s'ils peuvent le faire. Quand vous allez lire ça, vous verrez depuis 2018, moi je suis dans l'explication de la prise de conscience des Maliens, qu'on est en train de nous tromper. Tout ce qu'on nous dit là, communauté internationale, réunion, élection, c'était du faux. C'était en attendant que toute cette génération-là meure dans 20-30 ans. On va nous retrouver avec des jeunes qui ne savent que jouir, danser, voyager, qui n'ont aucune notion de l'histoire. Et la division de l'Afrique serait plus facile. On n'a pas besoin d'armes pour le faire en ce moment. C'est ce qui était prévu en réalité. Tout le reste, là, c'est du pipeau. Et les militaires là sont venus nous aider à inverser le cours, ce malheureux cours de l'histoire. C'est ce qui me fait dire souvent aux politiques qu'il y a beaucoup de choses anormales qui se passent à Bamako, qui se passent au Mali, mais il faut faire le discernement. Tout ça, pour le redresser, il faut un pays. On n'avait pas de pays. Pendant que des gens sont en train de mourir pour que nous ayons un pays, à cause de Dieu, laissons les luttes là, ou bien taisons-les pendant un moment. Parce que tant qu'on n'a pas un pays, on ne peut rien régler. Mais lorsqu'on a un pays, pour qu'il devienne un véritable pays, il faut que le travail que vous soyez en train de faire là, que ça s'impose. Tous les pays que vous voyez en Europe là, pour ceux qui ont fait l'Europe, qui ont utilisé leur histoire là, ils ont passé par ce chemin-là. Décadence, résurrection, prise de conscience des citoyens, et leadership éclairé pendant une longue période, le travail bien fait, très dur. Après, on vient récolter les fruits et on pense que tout est simple. Nous sommes à cette étape aujourd'hui. Et chacun doit jouer son rôle. Si chacun joue son rôle, je vous assure que notre pays va s'en sortir. Si chacun joue son rôle. Mais si tout le monde s'occupe de tout là, on ne va rien faire. Aujourd'hui, je l'ai dit l'autre jour aux femmes des militaires d'un camp que j'ai rencontré. J'ai dit, vos maris sont les seuls, quand ils vont au travail là, ils ne savent pas s'ils vont revenir. Hein. Nous, on va au travail, à 16h, on rentre à la maison. Mais eux, quand ils vont en mission, ils ne savent pas s'ils vont revenir. C'est la seule fonction où on fait ça dans la vie. Donc, à un moment donné de l'histoire, la grande histoire du Mali, il faut que ce point-là, on le fixe. Qu'on le fixe et chacun se dit qu'est-ce que je dois faire pour rendre ce processus dit de refondation irréversible. Et ce que vous êtes en train de faire, peut-être vous-même, vous ne rendrez pas compte de la portée historique. Mais si ça marche, je vous assure que ce serait une grosse pierre que vous posez dans la grande histoire du Mali contemporain. Vraiment ce que je voulais vous dire. C'est pourquoi je vais vous remercier, Monsieur le Président. Vous demandez d'écrire officiellement. Votre document sera transmis à qui de droit pour qu'on fasse ce qu'on peut. Je ne vous dis pas que tout va être fait, mais on fera ce qui est nécessaire pour que cela puisse être un exemple. Et je lance un appel d'air à tous les autres grands établissements, tous ceux qui ont passé. Retrouvez-vous les anciens, donnez la torche à la nouvelle génération. Parce que nos jeunes, malheureusement, ils n'ont pas vécu ces choses-là. Ils ne lisent pas beaucoup aussi. Mais à travers ces actions-là, on va imposer ça à leur esprit. Parce que un établissement comme le lycée technique,
comme l'ENI, comme l'IPR, comme d'autres, ne doivent pas disparaître de notre histoire. Ne doivent pas se ramener juste à des revendications scolaires, des mouvements de grève. Ça fait partie des droits. Mais il faut que le socle, c'est la connaissance et ce qui la porte. C'est ça l'avenir du Mali. C'est ce que je voulais vous dire. Tous ces pays que vous voyez, je vous assure, tout ce qu'on appelle les grands pays là, les secrets chez eux, c'est la connaissance. Ils organisent la connaissance, ils les transmettent à leurs enfants. Vous partez même les grands pays là, les ordinateurs qu'on donne aux enfants, ils sont là à jouer sur WhatsApp. Les grands pays là, les enfants ne regardent pas la télévision. Les parents les laissent regarder seulement samedi, dimanche pendant quelques heures. Le reste du temps, c'est des algorithmes, des choses qui cultivent l'esprit. Mais nous, on ne fait pas ça. Aimer ton enfant, c'est après un téléphone, lui donner, il passe son temps à jouer sur les jeux, sur l'ordinateur. Ça, c'est très important que nous puissions nous donner la main et faire avancer. Donc, merci beaucoup d'être venus. Votre organisation, même si elle n'existait pas, il fallait qu'elle existe. Il fallait que quelqu'un ait l'idée de la créer. Et ce n'est pas une petite affaire. Peut-être à vos yeux, bon, c'est des gens du lycée technique qui se sont trouvés. Mais si ce que vous pensez là, si ça porte, vous allez voir que c'est une torche que vous avez tirée, vous avez allumée, et tout le monde va suivre le chemin. Et ça serait très bien pour le Mali. Moi, je suis toujours fier de dire aux uns aux autres que je suis un produit du lycée technique. Un produit naturel, sans aucune intervention. Nous tous, vous tous là, on vous a orienté là-bas là. Il n'y avait pas de bras longs, on n'avait même pas de bras. Plus forte raison qu'ils soient longs ou non. On est là comme ça. Des gens venus des villages qui ont vu le courant la première fois. On a vu les macaronis, mais ceux qui nous manipulaient, ils voulaient nous mettre en grève là. Ils disent non, on ne peut pas manger du macaroni aujourd'hui, on peut manger des poulets rôtis. Et puis on se lève, on va en grève. Ou bien nous, on avait une petite histoire là, la salade là. Quand on veut nous faire, on vient nous dire la salade d'aujourd'hui là. Vraiment, c'est lui qui a malaxé la salade là. Il paraît que c'est un ouvrier qu'on a pris dans la cour. Et puis on l'a mis dans une barrique là, il a mélangé avec ses pieds et il est parti. Et puis d'autres, c'est lui, nous on ne mange pas cette salade là aujourd'hui. Et puis on va en grève. Donc c'est des petites histoires vraiment qui seront très intéressantes à raconter. En tout cas, merci beaucoup. Et Dieu fasse que ce que vous avez entrepris là, ça aille au-delà de vos pensées, dans le sens positif. En tout cas, nous ferons ce qu'on peut pour que ça puisse réussir. Moi, le peu de choses que je voudrais juste, ces documents-là, je vais vous les donner, c'est juste pour comprendre un peu mon fonctionnement sur le plan politique. C'est totalement différent. Et je crois que le passage au lycée technique a été pour beaucoup dans la structuration de la façon de penser et de réfléchir. Koumaré, je l'ai reçu plusieurs fois ici. En tout cas, faites tout, je ne sais pas comment vous allez trouver. Il faut qu'il soit inoubliable aussi, parce qu'il a 80 et quelques années. Hein. Il ne faut pas qu'on attende après pour que d'autres viennent, pour dire comment immortaliser Koumaré aussi. Merci bien, la science est élevée. Et pour Yassine, vous allez donner